Alors nous sommes un mois après le semis du maïs, la plantation des pommes de terre et le semis des haricots que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et voilà à quoi ressemble le jardin. Donc on voit que ça a très bien poussé. On a eu un mois de mai chaud, très chaud. On a un printemps qui est quand même en avance cette année. Alors je vais vous montrer un peu tout le jardin vivrier, comme ça ce sera fait. Et puis je vous le montrerai dans, je sais pas moi, au mois de juillet, au mois d'août, pour voir le suivi. Je trouve que c'est intéressant justement de voir la différence, rien qu'aujourd'hui, par rapport à il y a un mois, puisqu'on me voyait travailler en gros dans de la terre retournée. C'était un petit peu triste, un petit peu monotone. Et voilà, exactement un mois plus tard, voire même un tout petit peu moins, puisque nous sommes le 28 mai et j'avais tout semé le 30 avril. Eh ben, ça ne me ressemble plus du tout à un champ triste, monotone, il y a de la terre nue. Et du coup, je vous referai une vidéo certainement en juillet, en août, on verra ça. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est en place dans le grand jardin cette année. Alors les tomates cette année, c'est comme l'année dernière, on a une cinquantaine de pieds qui sont tutorés sur ficelle sous la structure de la serre. Donc c'est la suite, c'est la continuité de la petite expérience qui consiste à fixer une variété réellement résistante au mildiou. Donc à partir de la variété Crimson Crush que je vous ai montré l'année dernière, donc vous avez toute une vidéo là-dessus. Donc c'est la génération F3. Et puis on a également cette année 5 pieds de Mountain Magic, qui est également une variété très résistante au mildiou. Et on va déjà la mettre en culture, donc là c'est la génération F1. On va voir ce qu'elle donne en termes de goût, etc. Et puis on verra si on s'amusera à la fixer aussi ou pas. Alors ce qui est intéressant de voir quand même par rapport à la vidéo que je vous ai faite l'année dernière sur la génération F2, c'est que là déjà on a complètement rétréci la génétique en ne sélectionnant que les semences sur un seul pied de l'année dernière. Elles ont toutes le même feuillage, puisque en génération F2 on avait toute la génétique de la génération F0 qui s'exprimait. Alors que là, on a vraiment fait un goulot d'étranglement au niveau de la génétique. On a tous les mêmes feuillages sur tous les plants. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut rien dire de plus que ça. Voilà, qu'on a tous les mêmes feuillages. On verra ensuite sur les tomates, ce sera après le 15 juillet, très certainement. Et puis on verra à ce moment-là. Alors cette année, là, on a la terre qui est à nu, mais je vais pailler. C'est-à-dire que là, ce week-end, je vais couper là, toute l'herbe, même l'herbe qui est au fond du jardin, et ce sera paillé directement avec l'herbe qui est produite à côté du jardin, un petit peu comme ça a été fait ici. Et cette année, en fait, je n'ai pas planté directement mes tomates dans le paillage, parce que l'année dernière, avec l'année qu'on a eue, un printemps plutôt froid, pluvieux, la terre était restée très froide en fait, et on a vraiment pris du retard sur les tomates également. On avait l'année dernière ici des piments, tout ça, qui n'ont vraiment pas réussi, justement parce que le départ n'a vraiment pas été réussi, puisque quand on vient planter à travers un paillage, si le printemps a été plutôt humide et froid, la terre en dessous elle est très froide et toutes ces plantes qui sont quand même originaires des tropiques n'aiment pas ça. Alors pour le coup cette année j'aurais pu m'en passer parce qu'on a eu un printemps tellement chaud et sec que même sous paillage la terre est à température. Mais voilà, c'est pourquoi je vais repailler, mais j'avais préféré faire une plantation sans paillage. Et en plus, c'était beaucoup plus pratique en fait de planter sans paillage. Mais voilà, l'idée de base, c'était de bien réchauffer le sol pour permettre aux tomates de bien démarrer. Et là, par rapport à l'année dernière, on a 15 jours d'avance sur les tomates. Donc c'est très bien comme ça. Mais typiquement, la tomate, c'est quand même une culture qu'on peut pailler à peu près partout. Même si on a du campagnol ici, les campagnols ne s'attaquent pas aux tomates, pas aux pieds de tomates. On n'a pas grand risque à pailler cette culture-là. C'est vraiment une culture intéressante pour ça, pour intégrer des paillages au jardin, un peu comme les courges. D'ailleurs, on va aller voir les courges. Donc, toujours même technique, la bâche au-dessus de la Loire en France, moi je la conseille quand même quand on peut. Cette bâche noire qui réchauffe le sol, qui réchauffe un peu tout l'environnement autour des courges. Ça les fait vraiment mûrir plus vite. On a des potimarrons et des butternuts plus vite grâce à la bâche noire.
Je la déconseillerais par contre dans des régions comme dans le Var par exemple. J'imagine que là ça brûlerait complètement tout. Mais ici en Bretagne, la bâche noire, elle nous permettra vraiment ensuite d'avoir des plantes qui poussent, qui poussent plus vite. Ça maintient l'humidité en dessous. Et on a des fruits qui mûrissent au sec. Pareil, ça évite les pourritures. Globalement, les bâches noires, à terme, je vous parle beaucoup des bâches noires. Moi, l'objectif, c'est de ne plus les utiliser dans la rotation. C'est de trouver des intercultures d'hiver qui couvrent le sol. Voilà, de ne plus utiliser les bâches parce qu'il n'y a rien de mieux que l'interaction entre les racines d'une plante et le sol, alors que sous une bâche, voilà, certes il y a des lombrics qui font leur vie, des cloportes, des trucs et des bidules, mais on n'a pas du tout les bénéfices d'une végétation vivante, et puis on ne produit rien quand il y a de la bâche l'hiver, alors qu'ici on a des hivers doux, donc on peut faire des intercultures, et puis on a des animaux pour donner ces intercultures à manger. Donc moi, les bâches à terme, je ne les ferai que pour les courges. Je trouve vraiment que c'est très pratique. Et éventuellement, comme ici, c'est une ouverture de parcelle. Je suis en train de faire crever toute la végétation et à l'automne, je mettrai un coup de grelinette, un coup de croc et éventuellement on mettra une interculture pour l'hiver et puis au pire, ce sera une parcelle qui sera travaillée seulement l'année prochaine. Alors pareil, cette technique-là de défricher avec des bâches, attention, si votre sol est très argileux, comme dans ma région d'origine, ça ne marche pas très bien. Ici, on est dans l'ouest, on n'a pas les froids qu'on avait dans l'est. Donc déjà, la vie, elle continue un peu toute l'année. Donc sous la bâche, ça travaille. En Moselle, sous une bâche, il n'y a rien qui se passe. Et quand vous débâchez, en fait, vous avez fait crever votre végétation, mais la vie du sol n'a absolument pas remué le sol. Alors qu'ici, voilà, quand vous couvrez le sol, là je le sens sous mes pieds en fait, là il y a des campagnols qui ont fait on voit les bosses là ici, qui ont fait des trucs, des monticules, qui sont en train de travailler le sol sous la bâche. Et ça, on n'a pas en hiver dans le nord-est, tout est à l'arrêt. Et si en plus le sol est très argileux, ça ne fonctionne vraiment pas. Donc vous êtes beaucoup à me parler là, de cette technique d'ouverture, de parcelles avec des bâches. Attention à votre localisation, à la structure de votre sol. Ici, on est sur une terre qui a une tendance quand même plutôt limoneuse. Donc ça fonctionne bien. On est dans l'ouest, encore une fois, ça fonctionne bien. Et il y a aussi beaucoup de déçus de cette technique-là. Parce que ça ne fonctionne pas partout. Et donc, comme l'année dernière, 2 potimarrons, 2 butternuts, tout sera recouvert, vous verrez, là d'ici 2 mois, on aura du feuillage partout sur les bâches, on ne verra plus les bâches. Alors le maïs, eh bien, il est beau, il a bien poussé, donc c'est toujours le même maïs, celui de l'année dernière, qu'on cultive depuis maintenant 5 ans. Le maïs à polenta, qui nous vient d'Italie du Nord, qui nous fait des grandes tiges qui montent très haut. Et alors, il n'y a rien à dire, ça pousse. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu, donc en un mois, il y a eu un sarclage avec le sarcloir oscillant, donc suite à la levée du maïs. Et là, j'ai effectué un butage avec l'outil qui m'a servi à faire les sillons dans la dernière vidéo. Donc on voit ici la raie de passage. Et j'ai envoyé de la terre au pied des maïs pour désherber les pieds de maïs. Et ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur la carotte, comment désherber au pied des plantes sans se baisser. On envoie en fait de la terre sur les petites mauvaises herbes, quand elles sont encore au stade petit, et on les enfuit. Et puis là, les mauvaises herbes qui étaient au pied des maïs, elles sont enfuies et elles vont crever. Voilà. Et il y aura certainement encore un passage à faire. Pareil, je le ferai avec le buteur sillonneur et je passerai certainement dans cette butte ici qui m'enverra de la terre sur les côtés et qui fera crever toutes les mauvaises herbes qui auront poussé là d'ici 15-20 jours entre les rangs. Et je pense que pour ce maïs, 3 interventions et ce sera fini. Il sera après suffisamment grand pour combattre les mauvaises herbes tout seul. Alors c'est la première année qu'on a eu des dégâts de campagnols. Je ne pensais même pas que les campagnols mangeaient les maïs en fait, parce qu'au bout de 5 ans, sans dégâts de campagnols, voilà, je m'étais fait à cette idée. Mais visiblement, la sécheresse les a quand même poussés à venir manger
du maïs en fait, hein, par en dessous, puisqu'on a eu un petit peu comme dans une grande partie de la France une sécheresse printanière. D'ailleurs au moment où j'ai semé, on voyait que la terre en surface était très sèche, hein, on voyait que la terre était humide en profondeur quand j'ouvrais les sillons, mais sinon elle était très sèche. Et les 15 jours qui ont suivi le semis, il n'a pas plu. Donc on a vraiment eu une petite sécheresse printanière qui a d'ailleurs fait un petit peu peur et qui nous a donné un peu de fil à retordre dans le petit jardin sur tout ce qui est radis, navets, voilà, toutes ces choses un petit peu fragiles qui sont devenues en fait piquantes, hein, même en arrosant tous les matins avec la chaleur qu'il a fait et puis la sécheresse et le vent. On n'a pas réussi à tenir les radis et les navets cette année, c'est pas grave. On a eu d'autres avantages. Je vous les explique tout à l'heure, l'avantage de la sécheresse. Mais voilà, on a eu un petit peu de dégâts de campagnols qui ont cherché la fraîcheur des graines germées. Et alors pareil, un truc que je n'avais pas vu encore, j'ai surpris un faisan, ici notamment. On voit qu'il en manque beaucoup. Un faisan qui est venu là, il y a une semaine, il est venu tirer les plants en fait. Il tirait les plants puis il allait regarder dans le trou. Alors ce con-là n'était même pas là pour manger la graine, hein, puisque quand il tirait le plant, la graine venait avec, et lui après il allait juste regarder dans le trou en fait. Voilà, savoir que les faisans peuvent occasionner quelques dégâts. Alors je ne vous avais pas montré ici les oignons, hein, mais ce sont des oignons plantés, hein, donc des petits bulbis achetés au mois de mars. C'est la variété Sturon. Voilà, ça fonctionne bien, pas de problème sur les oignons. On va avoir ce qu'il faut cette année. L'année dernière, on n'en a pas produit assez. Cette année, on devrait en avoir suffisamment. Alors, vous remarquez que ça, c'est la parcelle sur laquelle j'avais semé le blé l'année dernière. Et les moineaux sont venus en fait à bout de la parcelle. Alors, sur le haut de la parcelle, un petit peu comme prévu, je vous l'avais dit dans la vidéo, sur le haut de la parcelle, il en restait un petit peu du blé, mais on avait 10 pieds au mètre carré, ce qui ne suffit pas à faire une culture de blé. Et dans le bas, donc proche des arbres, là par contre ils avaient tout ravagé, hein. On n'avait plus rien. Donc au mois de février, la décision a été prise de casser le blé, hein, mais en même temps il ne restait quasiment plus rien, donc il n'y a pas eu grand chose à casser. Donc j'ai mis un coup de rotavator et puis on a tout de suite derrière planté début mars des oignons. On a semé des petits pois. Alors ceux-là ce sont des petits pois à écosser. Donc là, on est en plein dedans, en train d'en manger. Voilà, des petits pois écossais. Et puis des fèves. Voilà, on a quand même remis des fèves. Et puis, donc, on va manger un petit peu de fèves là, fraîches. Et je vous avais dit, nous, on les utilise beaucoup pour les poules. Et donc, voilà, la parcelle, elle ne donnera pas de blé cette année. Mais quand on réagit assez vite, eh bien, au final, elle porte quand même des cultures, hein, sans problème. Alors, concernant les patates, on va faire un petit retour là sur les variétés. Donc là, au deuxième rang, on a la Juliette. La Juliette, je vous en ai parlé l'année dernière, c'était notre première année de culture pour celle-ci, qui est un équivalent à la Charlotte. Eh bien, en termes gustatifs, il n'y a pas photo, la Juliette est meilleure. Et franchement, là, c'est objectif, on peut le dire, parce qu'autour d'une table, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle a un meilleur goût, voilà, un petit goût sympa. Elle se tient mieux à la cuisson, elle a une petite couleur un peu plus jaune, plus agréable dans l'assiette. Elle se tient mieux, elle est meilleure en fait, hein, et elle se conserve au moins aussi bien que la Charlotte. Donc pour l'instant, on cultive encore Charlotte, hein, puisqu'on va quand même laisser 2-3 saisons de voir vraiment comment Juliette se comporte vis-à-vis du mildiou, puisque l'année dernière, on n'en a pas vraiment eu, étonnamment, avec toute l'humidité qu'on a eue, on n'a pas vraiment eu de problème de mildiou. Mais s'il s'avère que Juliette n'est pas plus sensible au mildiou que Charlotte, clairement, d'ici 3-4 ans, on remplace Charlotte par Juliette. Elle est vraiment meilleure, et si vous aviez l'habitude de cultiver la Charlotte, eh bien essayez la Juliette. Elle est vraiment bonne, elle se comporte à peu près pareil, hein, puisqu'elles ont un parent en commun. Au niveau des croisements, elles ont une génétique qui est très proche. Donc ça vaut le coup d'essayer. La désirée, elle, on continue. Et puis le dernier rang, c'est un mélange un petit peu de tout ce qui nous restait en désirée, Charlotte et Juliette. Alors on va aller voir tout en bas cette année, vous allez voir les charpeaux, hein. Alors on m'a dit que on ne disait pas sarpeau, on disait charpeau, donc on va dire charpeau à partir d'aujourd'hui. Alors les variétés charpeau, on les a mises au fond, en carré,
parce que l'année dernière, si vous vous souvenez bien, on les avait mises sur une ligne à côté des autres. Et le problème, c'est que les charpeaux, elles se récoltent un mois plus tard. Et donc, on avait une ligne là au milieu du jardin qui nous embêtait en fait, hein, puisqu'on avait récolté les premières variétés de pommes de terre, on avait récolté même les haricots, je crois, et on avait encore ces charpeaux là qui nous gênaient pour travailler le jardin, éventuellement pour mettre une interculture en fait, hein. Tout de suite derrière la récolte de ces pommes de terre, on pourra mettre une interculture, derrière les haricots, on pourra mettre une interculture, et on pourra seulement venir récolter les charpeaux plus tard. Donc on les a mises en boudrant, en petits carrés. Donc on a toujours nos 3 variétés. Alors en termes de retour, ce que je peux vous dire, c'est que la Charpeau Una se conserve beaucoup moins bien que la Charpeau Axona et Mira, mais genre beaucoup moins bien, c'est-à-dire qu'elle a même commencé à germer en cave avant les Charlottes, en fait, c'était la première pomme de terre à germer. Donc je pense qu'à terme, on va l'éliminer celle-là, parce que nous, pour les poules, on cherche à avoir une variété de pommes de terre qui se conserve assez longtemps, qu'on n'a pas besoin de dégermer, etc. avant de les cuire. Bon. Donc on l'a quand même remise cette année, mais bon, par curiosité plus qu'autre chose, je pense que si l'année prochaine on s'aperçoit qu'elle germe pareil, trop vite, elle sera éliminée de la liste. Charpeau Axona et Charpeau Mira, pour moi, ce sont des équivalents. Donc pareil, on va voir laquelle des deux on va garder. Qu'est-ce qu'on avait vu l'année dernière? Rien de bien spécial, hein. Elles avaient un comportement similaire, elles ont été récoltées en même temps. Donc on va voir cette année, voilà. On va peut-être peser cette année sur une ligne par exemple de Charpeau Mira et une ligne de Charpeau Axona, on pèsera. Et puis celle qui nous fait le plus gros rendement, on la conserve. Et puis à terme, de toute façon, le but c'est pas de faire la collection des charpeaux, c'est d'avoir une seule variété pour notamment les poules ou pour les très mauvaises années à mildiou. Pour faire des purées, c'est quand même mangeable. Alors pour le fun, j'ai mis quelques tournesols, il me restait de la semence. Voilà, mais c'est pour le fun, c'est pour avoir quelques fleurs dans le jardin, parce que je sais déjà que ça va être complètement ravagé, hein, à la fin de l'année par les oiseaux. Et ici nous avons les haricots Borlotto, donc toujours la même variété, celle qu'on fait depuis plusieurs années. Alors ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les rangs là en un mois sont fermés en fait, quasiment déjà fermés. Et pareil, on a eu 2 interventions. On a eu un sarclage à la levée pour éliminer les petites mauvaises herbes. Et le butage là qui a été fait récemment, on voit ici, voilà, de la terre a été envoyée au pied. Et en fait c'est terminé, c'est-à-dire que là, dans 10 jours, même pas, le champ est complètement recouvert par le feuillage et les mauvaises herbes ne pourront plus germer, ne pourront plus passer. Éventuellement le dernier rang ici qui a un petit peu moins poussé puisqu'il n'a pas le soleil du matin là, à cause de la haie. Et éventuellement celui-là aura encore un petit sarclage juste avant qu'il ne se referme. Mais voilà, globalement cette année, on aura eu 2 interventions sur le haricot. Et ça, par contre, je crois que je n'avais encore jamais fait. Donc vous voyez, le travail du sol, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Si on a des semences bien sélectionnées, qu'on sème au bon moment quand la terre est réchauffée, et puis qu'en plus on a de la chance là, cette année d'avoir un printemps chaud, ça pousse très vite. Et immédiatement, le sol, il est couvert. On a une couverture de sol ici. Je ne vous ai pas dit, mais c'est pareil pour la pomme de terre, hein. C'est un sarclage au sarcloir oscillant et un léger butage. Et la prochaine intervention, et certainement dernière intervention, sera le vrai butage à la houe, où je tirerai beaucoup plus de terre au pied des plants. Mais pareil, au final, on aura eu 3 interventions sur patates. Et ça, en fait, je vous en parlais tout à l'heure, c'est dû au printemps qui a été très sec. Alors, il y a des fois des avantages. À toute météo, il y a un avantage. Et donc ici, le fait que ce soit très sec après semis du haricot, du maïs et plantation des pommes de terre, certes on a eu peur, hein, on a eu peur que ça dure trop longtemps, mais pendant 15 jours il n'a pas plu. Et du coup, en surface, sur la terre sèche, qu'on voyait déjà dans la vidéo du mois dernier, les petites mauvaises herbes, les petites graines, ne pouvaient pas avoir suffisamment d'humidité pour germer. Ce qui fait que nos grosses graines, que sont les haricots,
les maïs et puis les plants de patates qui sont mis à au moins 5 cm de profondeur pour les graines et à 10 cm de profondeur pour les plants de patates, eux arrivent à avoir de l'humidité. Parce que de l'humidité dans le sol, à cette période, on en a encore en profondeur. Et donc, vous voyez, on a un excellent taux de germination, pour ne pas dire près de 100% ici. Sur le maïs, pareil, hein, c'était 100% avant le passage des ravageurs. Donc, tout a germé. Mais en surface, on n'avait quasiment pas de mauvaises herbes. Et du coup, en fait, le premier sarclage, je ne l'ai même pas fait tout de suite à la levée. J'ai dû le faire une semaine après la levée, quand les mauvaises herbes ont commencé à germer. Et donc, vous voyez, ça fait très peu d'intervention. Un printemps sec comme ça fait très peu d'intervention. Donc, voilà, autant on a eu des radis et des navets piquants dans notre petit jardin, autant ici, ça m'a bien arrangé. Parce que je suis venu 2 fois, voilà, gratter le sol, comme vous avez déjà pu me voir faire avec le sarcloir oscillant et avec le butoir. Vraiment pas compliqué, ça prend peu de temps. Et donc, pour l'instant, on peut dire que cette petite sécheresse, finalement, elle a été très bénéfique. Elle n'a pas empêché les plantes cultivées de pousser, mais elle a empêché les mauvaises herbes de pousser. Et alors ici, sur la parcelle où il y avait du blé, vous voyez, je n'avais pas mis de la fève partout. On a un essai de 2 variétés de haricots. Donc ici, on a du haricot coco blanc, 2 rangs, et on a 2 rangs de mogettes. Donc ça, c'est de la semence qui nous vient du rayon légumes secs du supermarché. Donc ce sont des haricots qui sont origine France, hein, mais c'était des haricots donc de consommation. Et qui ont poussé alors un petit peu moins bien en termes de levée. On a quelques trous parce que le haricot de consommation n'est pas de la semence sélectionnée comme moi j'ai pu sélectionner l'année dernière mes semences. Et puis ils sont un petit peu moins grands aussi parce que je les ai semés un tout petit peu plus tard. Néanmoins, je les ai semés que 4 ou 5 jours plus tard. Donc on voit quand même que c'est moins vigoureux que la variété qu'on fait ici depuis 5 ans. On a quand même nettement on a une vigueur qui est nettement plus faible. Mais voilà, on fait un test quand même, c'est pour essayer de trouver peut-être une variété encore plus précoce à ramasser. Parce que ici, en Bretagne, on a un problème, c'est l'humidité de fin de saison. Et ici, nous sommes dans un trou. Nous sommes en fond de vallée en fait. Hein. Ça, c'est une année sur 3, en fait, ça c'est couvert d'eau. Hein. La prairie que vous voyez en bas là, elle peut être couverte par une lame de 30 cm d'eau. On est en fond de vallée, on a les brumes à partir du mois de septembre, octobre. Et du coup, la récolte des haricots peut être un petit peu compromise si c'est une variété tardive. Donc je n'avais pas de référentiel jusqu'à présent, j'ai toujours cultivé cette variété-là. Et donc voilà, ne serait-ce que pour avoir un référentiel, voir si ces mogettes et ces haricots sont plus précoces ou plus tardifs. Si c'est plus précoce et que ça fonctionne bien, peut-être qu'on remplacera notre variété là par une autre. Mais voilà, là pour l'instant je ne peux absolument pas conclure. Il faudra attendre le mois de septembre, voir en fait qui va être récolté en premier. Et si en plus en cuisine c'est bon, si c'est aussi bon que nos haricots là, peut-être qu'on fera une variété précoce. Parce que voilà, il faut toujours s'adapter un petit peu à son environnement. Ici, c'est un fond de vallée, c'est humide. Bon, et bien voilà, je vous ai fait un petit topo sur le jardin vivrier, pour ceux que ça intéresse. Et puis là, je vais avoir besoin de mes 2 mains pour manger mes petits pois. Donc je vous dis à la prochaine.